Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 8h15, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Valérie Rabault, députée PS du Tarn-et-Garonne et présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et porte-parole d'Anne Hidalgo. Bonjour Valérie Rabault. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors dans le prochain quart d'heure, on va parler bien sûr de la guerre qui se poursuit en Ukraine, des sanctions contre la Russie, sans oublier la campagne présidentielle et le salon de l'agriculture. Mais d'abord, Emmanuel Macron qui s'est de nouveau entretenu avec Vladimir Poutine hier, tandis que la Russie et l'Ukraine envisagent un deuxième round de pourparlers. Est-ce que la solution diplomatique peut encore l'emporter aujourd'hui dans ce conflit ? Il faut de toute façon dans ce conflit tenter toutes les solutions et la solution diplomatique ne pourra fonctionner que si on est suffisamment solide sur les sanctions que nous appliquons. Et c'est ce qui a été fait. Il y a eu un revirement extraordinaire ce week-end. Nous, dès jeudi dernier, à l'Assemblée nationale, mon groupe, nous avions demandé l'exclusion de la Russie de SWIFT. Ça a mis 3 jours à se faire. Mais ça, c'est fait. Ce qui veut dire que hier, on a vu les premières réactions. La Banque centrale russe a mis ses taux à 20%. On voit que, il y a des indices qui sont. Enfin, c'est une vraie arme face à la guerre qui a été lancée par Vladimir Poutine. Donc, encore une fois, mener de la diplomatie, des négociations et être très ferme aussi sur les sanctions que nous appliquons. C'est mobiliser tous les moyens qui sont en notre faveur. Maintenant, je suis incapable de vous donner l'issue qui va être possible. Donc, on va reparler, d'ailleurs, pour préciser pour nos auditeurs de Sud Radio, cette messagerie SWIFT. Oui, c'est un peu toujours. C'est toujours un peu technique. C'est grosso modo, le SWIFT permet d'échanger des informations financières qui permettent de réaliser les transactions. Quand vous vendez du pétrole, quand vous vendez du gaz, vous êtes payé par l'intermédiaire de ce réseau. Si vous fermez ce réseau, la Russie ne peut pas recevoir d'argent. Mais après, il y a des réseaux alternatifs. Oui, d'accord. Mais le gros du gros passe par Bien SWIFT. sûr. Donc là, c'est vraiment quelque chose de massif, sincèrement. Est-ce que le risque n'est pas justement de rapprocher, avec cette décision, de rapprocher encore plus la Russie de la Chine et de mettre la Russie dans le giron de la Chine ? Ce qui est sûr, c'est que ça a créé un mouvement, en tout cas, ça a participé à un mouvement de solidarité très fort vers l'Ukraine. Quand vous voyez que... Alors, c'est des petites choses. Mais des concerts sont déprogrammés pour les musiciens russes, tout le rugby, le foot se sont mobilisés. Donc c'est vraiment l'idée de dire qu'on est tous derrière l'Ukraine. Avec l'idée que l'Europe est plus forte aujourd'hui via cette crise, en fait, l'Europe, on s'est rendu compte que c'est une grande dame qui a toujours fait des pas de géant au moment des crises. Non, mais qui fait toujours des pas de géant au moment des crises. On l'a vu sur d'autres sujets. Là, ce qui s'est passé ce week-end, moi, je vais pas vous mentir, j'ai écouté les discours au Bundestag dimanche. C'est un revirement. Je croyais pas ce que j'entendais. Donc, il y a vraiment l'Europe s'est construite pour la paix. Mais elle s'est jamais pensée comme puissance. Et là, on a besoin, face à la Russie, face à la Chine, aussi face aux États-Unis, de se penser comme puissance. Et c'est ce qui est en train de se construire. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça aboutira, bien entendu, mais c'est vraiment une nécessité. Il n'y a pas de géant qui a été fait, en tout cas, du côté de l'Europe, et c'est une nécessité. En tout cas, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a officiellement demandé l'intégration immédiate de son pays à l'Union européenne. Les pays membres semblent assez partagés. Du côté d'Anne Hidalgo, elle y est favorable. Ça fait quelques jours qu'elle le demande. Pour quelles raisons est-ce qu'on ne risque pas de braquer encore un peu plus Vladimir Poutine ? C'est toujours ce jeu entre sanctions et négociations. Alors, l'idée, d'abord, il faut respecter les traités, ça c'est très important, respecter la démocratie, mais que l'Union européenne apporte un soutien à l'Ukraine qui serait celui qu'elle apporterait à un État membre, c'est très important. Ça pose la question des réfugiés, ça pose la question du soutien financier, la question du soutien militaire, et puis là, les blocages qui ont été faits massivement sur les avoirs financiers, en tout cas des Russes. Donc, la question aujourd'hui, c'est d'être très concret et de pouvoir apporter un soutien à l'Ukraine qui soit l'équivalent de celui qu'on apporterait à un État membre. Donc, soutien pour le moment comme si c'était un État membre. Attendant... De toute façon, il y a des traités, il y a un certain nombre d'étapes qui doivent être franchies, mais ça n'empêche pas aujourd'hui de se mobiliser, de pouvoir accueillir, et ça, c'est l'Europe qui doit le faire, d'avoir une organisation aussi, parce qu'on sait très bien que la question des réfugiés, elle va se poser de manière extrêmement importante. Elle se pose déjà ? Mais elle se pose déjà, mais il faut que ce soit un tout petit peu organisé. C'est-à-dire ? Ça n'est pas suffisamment là. L'Europe, justement, n'est pas assez organisée aujourd'hui pour là, on ne peut pas dire que ce soit complètement organisé. C'est-à-dire qu'il faut que chaque pays puisse définir le nombre de réfugiés
qu'il va accueillir et que ça se fasse en concertation avec les autres. Et il va falloir le faire rapidement en tout cas. Ah mais très rapidement. Sur la question des sanctions économiques, il y a l'effet boomerang aussi d'une certaine façon. L'inquiétude de pas mal de Français. On parlait des agriculteurs, aussi le salon de l'agriculture en ce moment. L'inquiétude aussi sur les prix, la hausse du prix du gaz, des céréales, donc du pétrole aussi. Comment vous proposez-vous du côté du Parti Socialiste pour limiter ces conséquences-là et cet effet boomerang? Alors nous, on a déjà proposé depuis très longtemps, bien avant la crise ukrainienne, que pour tous les automobilistes, tous ceux qui sont obligés de prendre leur voiture le matin. Ici, on est à Paris, dans votre studio. Quand vous êtes à Paris, votre employeur vous paye la moitié de votre passe Navigo. Quand vous êtes à la campagne, que vous n'avez pas de transport en commun, que vous êtes obligé de prendre votre voiture, vous payez tout. Vous payez tout vous-même. Et ça peut représenter des factures entre 200 et 250 euros par mois. Et avec la hausse des prix du carburant, c'est sans doute plus 50 euros par mois pour l'ensemble de ces automobilistes. Ils sont quand même 17 millions à prendre leur voiture tous les matins parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour aller travailler. Et sur ces 17 millions, vous en avez la moitié qui a moins de 1 700 euros. Alors nous avons dit une chose très simple, c'est de mettre un chèque de 50 euros par mois, ce qui est un peu l'équivalent de ce que paye votre employeur sur le pass Navigo, 50 euros par mois, le temps que cette hausse existe. La hausse du prix du carburant fait rentrer de la TVA supplémentaire dans les caisses de l'État et ce qui permettrait de financer en partie ce chèque. Bon, le gouvernement ne veut pas le faire. Moi, je pense que c'est un message très direct. 50 euros par mois pour la moitié des 17 millions de Français qui sont obligés de prendre leur voiture tous les matins pour aller travailler. Je dis la moitié parce que c'est ceux qui ont moins de 1 700 euros par mois. Bien sûr. C'est une proposition très concrète. On l'a faite il y a déjà 1 mois et demi et le gouvernement ne veut pas bouger. Elle revient d'autant plus d'actualité aussi aujourd'hui. Elle revient d'autant plus d'actualité qu'aujourd'hui, les soutiens qui existent ne portent pas sur le carburant. Le chèque énergie, c'est pour votre chauffage. Et nous avions déjà demandé, mais il y a 1 an, que le chèque énergie inclut la composante carburant. Bien sûr. Valérie Rabault, l'actualité aujourd'hui, c'est aussi ce débat qui va se tenir au Parlement au sujet de la gestion de la crise en Ukraine par ce gouvernement qui semble jouer la carte de la transparence, qui a reçu les principaux candidats. Hier, c'était Jean Castex qui les accueillait pour parler de cette gestion de la crise, donner quelques informations. Anne Hidalgo était notamment présente. C'est à saluer cette volonté, en tout cas du gouvernement, de jouer cette transparence-là? Oui, clairement. Le Premier ministre a reçu les présidents de groupe vendredi soir avec le chef d'état-major des armées, donc ce qui permet de partager un certain nombre d'informations, de poser aussi nos questions. Moi, vendredi soir, je suis revenue sur la question de l'exclusion de la Russie de SWIFT en disant que c'était une priorité et un préalable si on voulait vraiment. On ne peut pas dire on déclenchera des armes financières plus tard. Non, il faut le faire tout de suite. Donc cette transparence-là, oui, est à saluer. Qu'est-ce que vous allez dire au gouvernement en tant que chef de file du groupe socialiste à l'Assemblée nationale tout à l'heure? Quel message vous voulez faire passer, Valérie Rabault? Il y a clairement le message d'unité que nous souhaitons poursuivre. Le message sur les réfugiés, j'insiste là-dessus. La question des sanctions, alors là, on a été entendu, donc je le rappellerai. Oui. Mais c'est clairement l'idée de dire que il faut vraiment ne rien lâcher. Vous parlez beaucoup des réfugiés. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de la part de la France et des pays membres de l'Union européenne? Concrètement, je vais vous donner un exemple très concret. Nous sommes hier, nous étions ceux qui ont demandé, qui ont aussi négocié pour que les trains puissent être gratuits. Vous direz, ce sont des petites choses, mais quand même, ça compte. Comme ce qu'avait fait l'Allemagne dès dimanche dernier. Qu'il puisse y avoir aussi, qu'on se prépare à ce que, sur l'ensemble des réfugiés qui risquent d'arriver dans nos pays, qu'on se dise exactement, l'Italie en accueillera un certain nombre, l'Allemagne un certain nombre, la France un certain nombre, que ce soit un tout petit peu organisé, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. En tout cas, il y a cette volonté de ne pas faire polémique. En tout cas, l'heure n'est pas à la polémique aujourd'hui. C'est pas une histoire de polémique ou pas. Encore une fois, dès jeudi dernier, vous auriez pu dire que c'était de la polémique. Nous avons demandé à ce que la Russie soit exclue de SWIFT. C'était dès jeudi dernier. Bien sûr. Avant la décision de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous appelez ça de la polémique, mais on n'a pas attendu les bras croisés. Quand Hidalgo hier, par exemple, a dit faut pas passer à côté de l'élection présidentielle. On ne peut pas priver les Français du choix qui est le leur. Mais pourquoi vous appelez ça une polémique, ça? Alors, sans parler forcément de polémique, mais il y a cette idée de dire attention, il y a aussi autre chose. Mais là, vous me parlez de l'Ukraine. J'ai jamais dit qu'il fallait pas que le débat présidentiel ait lieu et que l'élection présidentielle, bien au contraire, soit maintenue et qu'on puisse avoir un vrai débat parce qu'effectivement, tant que le président n'est pas en campagne, c'est sûr que le débat ne se fait pas trop. On va quand même pas se mentir. Et ça vous inquiète? Il y a une date du 4 mars qui s'applique à tout le monde. Donc là, 4 mars, on saura qui est sur la ligne de départ.
Ça vous inquiète justement sur ce qui reste plus qu'un mois, je regrette le débat démocratique. Mais je regrette que le débat démocratique n'ait pas commencé plus tôt. Je regrette qu'il parle des petites phrases. Alors à longueur de journée, on entend parler des petites phrases plutôt que des vrais sujets. Je regrette que cette question de l'énergie qui est essentielle, là, on va pas se mentir, on la prend en boomerang cette question de l'énergie. Et encore, nous avons une production électrique plus importante que d'autres, mais vous voyez bien que la question de la souveraineté de l'Europe, elle est essentielle. Donc l'Europe, il faut qu'elle se pense puissance en termes de capacité à réagir et puissance en termes de souveraineté. Donc, sur l'énergie, on ne peut pas dire on fait la transition énergétique, et on sait que ça va demander beaucoup d'électricité, et ne pas définir un plan d'investissement sérieux pour garantir notre souveraineté européenne. En tout cas, vis-à-vis de cette guerre en Ukraine, union sacrée derrière Emmanuel Macron, sur ce sujet-là. Je ne sais pas ce que c'est qu'union sacrée derrière Emmanuel Macron. Je sais c'est union derrière le soutien à l'Ukraine. Et le soutien à l'Ukraine, la France porte le soutien à l'Ukraine. Valérie Rabault, vous en avez peut-être un peu marre qu'on vous pose toujours la même question, mais force est de constater que la campagne d'Anne Hidalgo ne parvient pas à décoller. 2,5% d'intention de vote dans les sondages à peu près. Comment expliquez-vous ça, et est-ce que vous maintenez que les sondages ne veulent finalement rien dire ? Écoutez, moi je les lis comme vous. Ce que je sais, c'est que moi je suis d'une région Occitanie où c'était quand même un peu trop... C'était pas le résultat final n'a pas du tout été les sondages tels qu'ils étaient donnés, puisque Carole Delga était la présidente la mieux élue, mais au premier tour, c'est pas totalement ce que donnaient les sondages. Enfin voilà, donc l'idée c'est si on fait de la politique avec la boussole des sondages, on trahit un peu ses idées. Nous, on n'a jamais varié d'idées sur cette question-là, sur la question de la social-démocratie. On a toujours été très clair vis-à-vis de Vladimir Poutine. Alors là, vous pourrez pas trouver la moindre petite phrase, même en cherchant beaucoup. Et donc cette capacité à défendre ce qu'est la social-démocratie. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à dire que ça n'a pas été le cas de tout le monde vis-à-vis non, ça n'a pas été de Poutine. le cas de tout le monde. Enfin, je pense que certains doivent regretter leurs paroles. Parce que pour le coup, alors vous visez qui notamment ? Mais Jean-Luc Mélenchon. Je vise ceux qui, Jean-Luc Mélenchon entre autres, certains qui n'ont pas toujours été très clairs vis-à-vis de Vladimir Poutine. Anne Hidalgo qui disait Jean-Luc Mélenchon est devenu l'allié et le soutien de Vladimir Poutine ce week-end. C'est quand même peut-être un peu excessif, caricatural de dire ça. Mais là, on est sur de la politique politicienne, non ? Mais alors, vous êtes quand même incroyable. Quand on parle des sujets de fond, personne ça nous pose de questions dessus. Là, il y a une petite phrase, tout de suite, ça fait l'écho de la campagne. Moi, ce que je vous dis, c'est que sur les idées que nous portons, vous savez, quand on a la capacité aussi d'appeler notamment nos collègues allemands du SPD pour essayer de faire bouger des positions sur ce qui se passe en Ukraine, j'estime que ça, c'est la vraie politique et c'est celle qui devrait, en tout cas, nous intéresser plus que les petites phrases. Sur la question de la guerre en Ukraine, vous avez pu développer justement vos idées, vos solutions sur la question de l'énergie aussi. Voilà, ça a été le cas. Pour continuer juste sur la campagne présidentielle, a priori, ça va être compliqué pour Christiane Taubira d'obtenir ces 500 signatures. La date limite, vous l'avez dit, c'est vendredi. Si elle ne parvient pas à se qualifier, alors a priori, il y avait des pourparlers avec Yannick Jadot. Est-ce que vous l'appelez à rallier le camp d'Anne Hidalgo ? Moi, j'appelle à rien du tout. Je sais que je ne sais pas ce qu'elle fera. Je ne veux pas me prononcer pour elle. Ce que je sais, c'est que je regrette sa candidature comme je l'ai regretté dès qu'elle l'a annoncé, parce que ça a rajouté. Bon voilà. Après, il y a une primaire, il y a une consultation populaire. Enfin voilà, vous connaissez tout le déroulé aussi bien que moi. Dans ce contexte, Valérie Rabault, on n'oublie pas aussi notre secteur agricole, le salon de l'agriculture cette semaine. Vous publiez d'ailleurs aujourd'hui le bilan agricole du quinquennat d'Emmanuel Macron. Quel bilan vous dressez justement de ce quinquennat à ce niveau-là ? Oui, je pense qu'il y a eu pas mal de promesses non tenues, notamment la rémunération des agriculteurs. Il y a eu 3 évaluations qui sont faites par le gouvernement, donc pas par nous, 2019, 2020, 2021. Et vous vous rendez compte que les négociations tarifaires, c'est-à-dire ce qui est censé être mis dans les contrats des agriculteurs, ont baissé, moins 0,3% en 2021, stable en 2020 et moins 0,4% en 2019. Donc ça, cette promesse-là, elle n'est pas tenue. De la juste rémunération des agriculteurs. Nous avions insisté sur une chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un contrat tripartite qui dit l'agriculteur, le transformateur au milieu et le distributeur, les grandes surfaces. Bon. Ce contrat tripartite n'existe pas. C'est-à-dire que vous avez toujours l'agriculteur face au transformateur. Mais ce qui compte aussi, c'est le bout de chaîne, c'est-à-dire le distributeur. Et sur ce point-là, on voit que cette promesse-là, elle n'a pas été tenue. Et elle a non seulement pas été tenue, que le gouvernement a fait une deuxième loi en disant « Ah bah oui, la première n'a pas marché ». Ce qu'on lui avait dit.
dès 2018 qu'elle ne pouvait pas fonctionner tant que vous ne marchez pas, vous n'avez pas ce contrat tripartite. Deuxièmement, ce qu'on observe aussi, c'est que entre 2021 et 2017, les subventions ont baissé de 500 millions d'euros. Pour la ferme agricole France. Donc ça pose aussi une question. Il y a la question que nous avons regardé aussi de faire de la transformation agroécologique de notre agriculture. Le gouvernement avait dit en 2018 qu'il voulait avoir 15% de la surface agricole en bio. Eh bien, on est à 10%. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses. Vous savez, il y a eu beaucoup de promesses, mais il y a eu beaucoup de com. Et je reconnais que ils sont assez forts en com. Il y a eu peut-être un point positif, ça a été la revalorisation des retraites pour les conjoints. Mais les retraites agricoles, mais vous rigolez ou quoi? Qui c'est qui a fait cette proposition? C'est le président du groupe communiste, André Chassaigne. Au Sénat. Elle a été votée, non pas au Sénat, à l'Assemblée nationale. Non, mais elle a été votée. Attendez, elle a été votée. Non, il est député. Elle a été votée. Elle a été votée en février 2017. Revaloriser à 85% les chefs d'exploitation qui ont une carrière complète. Février 2017. Le gouvernement a tout fait pour la retarder. Elle a été ensuite votée définitivement en juillet 2020 pour une application, devinez quand? Au 1er novembre 2021. Donc ça, c'est vraiment, on voit que ce qui a été porté, c'est vraiment... Les retraites agricoles ont toujours été revalorisées par la gauche. C'était Jospin, ça a été Hollande en 2013, et maintenant c'est cette loi Chassaigne, avec le soutien de la majorité, mais avec un énorme écrêtement. C'est-à-dire qu'il y a un tiers de ceux qui auraient pu en bénéficier qui n'en ont pas bénéficié. Je vais vous prendre un exemple très concret. Tarn-et-Garonne, 11 070 chefs d'exploitation à la retraite. 11 070. Combien ont eu les fameux 1035 €? 481. 4,3%. Parce que tout au bout de chaîne, la majorité a introduit des écrêtements. Eh bien, voyez, c'est une com. Alors, effectivement, on dit, revalorisation des retraites agricoles. Mais la réalité, c'est pas ça. Et moi, j'invite tous les collègues de la majorité à aller vraiment regarder les chiffres. Pour conclure, Valérie Rabault, sur le débat qui aura lieu tout à l'heure à l'Assemblée nationale, juste pour du côté du Parti socialiste, est-ce que vous voterez? Alors, ce sera un vote, c'est une simple consultation, pour le coup, après le débat. Est-ce que vous allez voter justement en faveur du gouvernement ou vous abstenir? Alors, d'abord, vous savez qu'on ne donne jamais de chèque en blanc. Donc, on va d'abord écouter ce que le gouvernement a à dire. Ça marche. Et après, on verra. Merci beaucoup Valérie Rabault, députée PS du Tarn-et-Garonne, présidente du groupe socialiste donc à l'Assemblée nationale et porte-parole d'Anne Hidalgo. Grand merci d'être passé ce matin par Sud Radio. Bonne journée à vous, bon courage. Et dans un instant, la revue de presse. Bienvenue, il est 8h33.